Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer ce balado d'Emma Québec. Quelle réaction vous auriez si, en décrochant le téléphone, on vous annonçait que vous étiez la seule personne capable de sauver la vie d'une personne malade, que vous étiez la personne parfaite pour sauver cette personne puisque vos cellules souches sont compatibles avec ce malade? Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec Mylène Arsenault en 2021. Et au bout du fil, il y avait Corinne Grefford, conseillère du registre des cellules souches à Emma Québec. Donc, ensemble, elles ont entrepris toutes sortes de démarches pour pouvoir donner des cellules souches et bien sûr, elles ont développé des liens très particulier. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités, qui sont Mylène Arsenault. Bonjour, Mylène. Bonjour. Et également Corinne Grefford. Bonjour. Bonjour. Je commencerai d'abord avec vous, Mylène, parce que ce que je viens de décrire, c'est vraiment digne d'un scénario de film d'Hollywood. Mais dans la vraie vie, quand on reçoit un appel comme ça, comment on se sent? Au départ, très surprise parce que la première question que Corinne m'a posée, c'est « Est-ce que tu te souviens que tu avais mis ton nom sur un registre de donneurs? » Ça faisait effectivement 11-12 ans. Donc, très surprise, puis en même temps, agréablement surprise. Pour moi, c'était vraiment le moment parfait dans ma vie. Corinne m'avait expliqué là, que pendant les grossesses, les allaitements, on ne peut pas donner. Puis moi, je venais de passer là, les 10 dernières années de ma vie à avoir justement des grossesses, des allaitements. Donc, le moment était vraiment parfait pour moi, pour donner. En plus, en raison de la pandémie, j'étais en télétravail. Donc, j'étais moins exposée aux microbes. C'était plus facile aussi, même si j'ai 4 enfants qui me ramènent des microbes de l'école et de la garderie. Fait que c'est ça. C'était le moment parfait pour peut-être aller redonner de l'espoir à quelqu'un qui en avait drôlement besoin. Vous dites un moment parfait, mais vous aviez toutes les bonnes raisons aussi pour dire non, étant donné justement la famille, le contexte. Ça vous a pas effleuré l'esprit? Non, pas du tout. Même pas 2 secondes. Puis de toute façon, au départ, c'est plus, il y a une entrevue, on va regarder si je suis vraiment, parce que je pense qu'il y avait quelques candidats qui avaient été retenus, puis on est vraiment allé voir ça allait être qui le meilleur match, là, dans le fond, avec le receveur. Puis non, moi, j'imagine que je suis dans un métier de soins, j'ai toujours voulu sauver le monde, fait que non, je me suis pas trop posé la question. J'avais un chum qui était là à la maison qui m'a dit « Oui, pas de problème, s'il faut que tu ailles à Québec pour les évaluations, je vais m'occuper des enfants. » Puis, elle n'a vraiment pas eu aucune hésitation. Non, aucune hésitation. À faire son choix, là. Non. C'est sûr, quand on a des enfants, hein, je me dis, hey, moi, si quelqu'un appelait quelqu'un d'autre pour mon enfant, je voudrais que cette personne-là dise oui. Hein, on veut que les gens soient là pour des gens qu'on aime. Fait que je me dis, moi, c'est sûr là, que je vais être là pour quelqu'un qui en a besoin, puis qu'il y a des gens autour d'eux qui comptent sur moi. Corinne, donc c'est vous qui avez appelé Mylène, mais dans une année, vous en appelez souvent des gens comme ça? On peut dire qu'en moyenne, dans les 3 ou 4 dernières années, on a eu environ 20 à 25 donneurs québécois là, qui ont été sélectionnés pour faire le don. Mais on appelle beaucoup plus de donneurs que ça parce que la première étape, c'est la confirmation de typage. Là. À ce moment-là, comme elle dit, des fois, il y a plusieurs donneurs qui peuvent être sélectionnés. On va aller sélectionner le meilleur. Puis pour le faire, bien, c'est cette étape-là. Là. Il va y avoir un questionnaire médical et on va refaire une nouvelle prise de sang là, pour refaire l'analyse HLA. Bien, d'abord, juste pour bien comprendre, on va remettre les choses en contexte. D'entrée de jeu, c'est quoi des cellules souches? Donc, dans le fond, une cellule souche, c'est une cellule mère, une cellule qui peut devenir un peu ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut devenir un globule rouge, un globule blanc ou une plaquette, les composantes du sang. Un peu comme une cellule immature là, qui deviendrait ce dont le système aura besoin. Et dans quelles circonstances on a besoin de cellules souches? Il y a beaucoup d'applications pour les cellules souches. Ce qu'on va traiter principalement, c'est les cancers du sang, dont la leucémie. Quand on est atteint d'une leucémie, dans le fond, c'est que nos cellules souches, elles sont complètement désorganisées. Le problème est là notre moelle osseuse, si on veut, là, elle fonctionne plus correctement. C'est là qu'on a besoin de trouver un donneur sain qui est compatible pour avoir ces cellules à lui qui, elles, sont en santé, qui vont prendre la place des cellules souches malades là, du patient qui est atteint de leucémie. Donc, Mylène, vous avez donné des cellules souches. Et à ce moment-là, est-ce que vous saviez à qui vous donner? Est-ce que vous aviez des détails sur la personne? Pourquoi?
Non, en fait, au départ, c'est un processus qui est confidentiel. On ne peut jamais là, savoir les donneurs, les receveurs de l'information. Par contre, c'est la question qu'on me pose tout le temps. On veut savoir si finalement ça a fonctionné. On veut savoir qui était la personne à qui j'ai donné. Puis, dans mon cas, apparemment que j'aurais donné à un receveur qui est dans un pays où l'échange d'informations n'est pas permise. Parce qu'après 1 an, donc 1 an après le don, on peut demander des nouvelles, on peut demander d'échanger les coordonnées, puis si les deux, le receveur et le donneur, sont consentants, bien, on peut échanger nos coordonnées. Dans mon cas, ça n'a pas été possible, ce ne sera jamais possible parce que le pays refuse l'échange d'informations. Puis je dirais que pour moi, c'est correct comme ça. Pour plusieurs raisons. Un, parce que, bien, c'est quand même l'essence même du don. Là, on donne puis on n'attend rien en retour. Donc, moi, j'ai donné, puis je laisse la vie faire le reste. C'est sûr que c'est une façon de se protéger aussi. C'est des gens qui sont très vulnérables, qui sont très malades. Souvent, c'est leur dernier espoir. Donc, on espère tous que ça finisse bien, mais des fois, la vie fait en sorte que c'est plus difficile. Donc, moi, c'est une façon de me protéger aussi, de me dire, bien, probablement que ça a bien fini, puis ça valait la peine de le faire, peu importe, parce que j'ai donné de l'espoir à quelqu'un. Puis... sinon, moi, j'ai eu la belle opportunité d'assister à une soirée reconnaissance qui a été organisée par Emma Québec. Puis, lors de cette soirée-là, il y avait des témoignages de donneuses, mais il y a aussi le témoignage d'une receveuse. Et cette fille-là, cette jeune femme-là, elle a été merveilleuse. Son témoignage était touchant, il était magnifique. Et ça m'a tellement fait du bien. On dirait que ces remerciements, c'était même pas attendu. C'était une belle surprise. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis je me suis dit, tu sais, là, ce soir-là, je me sentais vraiment comme une super-héroïne, là. Elle m'a beaucoup fait de bien. Puis là, j'ai dit, OK, ça boucle la boucle, ça finit bien mon histoire de don. Je suis contente de l'avoir fait parce qu'il y a des gens comme ça partout à travers la planète qui ont été sauvés puis qui sont vraiment très reconnaissants, là, des années supplémentaires dont ils peuvent bénéficier. Elle avait mentionné quelque chose de particulier, cette receveuse-là aussi, c'est que cette deuxième chance-là qui lui a été donnée, un peu comme Mylène a donné à son receveur, ça lui a pas juste donné une deuxième chance à elle, mais aussi à ses enfants, à ses amis, à ses parents. Puis ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir que la différence, c'est pas juste dans la vie d'une seule personne qu'on la fait, là, quand on fait un don comme ça. Corinne, Mylène, son receveur était à l'étranger. Est-ce que c'est rare que le receveur soit à l'étranger, qu'il y ait des jumelages à l'international? Pas du tout. En fait, c'est la majorité des cas, là, le donneur ne sera pas dans le même pays. C'est plutôt rare, en fait, qu'on a un donneur et un receveur québécois ici. C'est sûr que le registre d'Emma Québec, c'est un petit registre. Les registres, c'est à l'international. Là. Quand on a une recherche qui est lancée, c'est à travers le monde. Autant pour nos patients, à nous, Québécois, on va chercher partout à travers la planète pour leur trouver un donneur qui est compatible. Donc, de votre part, j'imagine que ça doit nécessiter une logistique puis une coordination incroyable avec toutes les banques de cellules souches à travers le monde? Moi, j'appelle ça la machine à miracle. Là. À chaque fois qu'on reçoit une demande, puis qu'on contacte le donneur, puis que le donneur est d'accord, puis que c'est le bon moment pour lui, je dis, OK, on part la machine à miracle parce que le nombre de personnes qui sont impliquées, quand on parle juste de nos 2 centres collecteurs, ici au Québec, on en a 2, un à Montréal, Maisonneuve-Rosemont, un à Québec, le Centre intégré de cancérologie. C'est là que Mylène a fait son don, d'ailleurs. La personne qui vient chercher les cellules souches, qui prend l'avion avec ça, tous les gens qui sont de garde jour, soir, nuit, que tout ça fonctionne, que tout ça s'aligne, que le donneur soit disponible au bon moment, qu'il soit en santé au moment où on l'appelle, qu'elle ne soit pas enceinte quand c'est le temps de donner, parce que la fenêtre pour recevoir, elle est courte pour un patient, là, quand on décide de faire une greffe. C'est un miracle à chaque fois, même si non, c'est pas un miracle parce qu'il y a un côté scientifique, il y a une logistique, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ça reste quand même que c'est assez extraordinaire que ça se réalise. Je présume que ce ne sont pas tous les pays qui ont des banques de cellules souches, mais vous, à Emma Québec, vous pouvez travailler avec combien d'autres pays? Je n'ai pas le chiffre exact du nombre de pays qui ont des registres. C'est sûr que les pays qui sont un peu moins développés en ont pas, mais c'est presque partout. Il y a la Chine, il y a le Brésil. Principalement, on va faire affaire avec les États-Unis et l'Europe, un peu à cause du typage qu'on a, si on veut, mais ça peut être partout dans le monde s'ils ont une banque. Et qu'est-ce qui détermine qu'on peut avoir un jumelage, un match parfait? C'est quels critères qu'on regarde? Le premier critère, le numéro, il y en a plusieurs, là, mais le principal, c'est la compatibilité HLA. Ça, c'est les Human Leukocyte Antigen en anglais.
Ça, c'est hérité. Ça nous est donné, dans le fond, il y a une petite partie qui nous vient de notre père, une petite partie qui nous vient de notre mère, mais pas la totalité de leur bagage. C'est pourquoi nos frères et sœurs ont beaucoup plus de chances. La possibilité d'avoir un match quand on a des frères et sœurs, c'est environ 1 sur 4 pour chacun de nos frères ou de nos sœurs. Quand on n'arrive pas à trouver quelqu'un de compatible directement dans la famille, c'est là qu'on se tourne vers le registre de donneur de cellules souches. Si, comme ça nous provient de nos parents puis de nos ancêtres, c'est sûr que si on a un registre avec beaucoup de gens de notre nationalité, quelqu'un qui est caucasien va avoir beaucoup de chances de trouver quelqu'un qui a un match, plus de chances en tout cas, c'est pas garanti, mais il y en a plus. Si c'est une ethnie qui est particulière, eux, en plus, souvent, ils ont des HLA très particuliers, très pointus, avec des différences. Bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a besoin d'aller regarder ailleurs dans le monde et c'est là qu'on a un intérêt là, à avoir un registre varié, diversifié avec des gens d'un peu partout. Et est-ce qu'on peut être disqualifié en tant que donneur? Est-ce que tout le monde peut être un donneur ou pas nécessairement? Ce qu'on recherche principalement à l'inscription, c'est des donneurs qui sont jeunes, entre 18 et 35 ans. Pour l'inscription, la raison, elle est simple, c'est parce que plus le donneur est jeune, plus ses cellules souches sont jeunes, plus le receveur a des chances de survie, donc de succès de la greffe. Par contre, une fois inscrit au registre, on peut donner jusqu'à ce qu'on atteigne 60 ans. Si jamais il n'y a pas beaucoup de gens de compatibles, vous voyez, Mylène, c'est pas une donneuse de 25 ans, donc on est allé un peu plus loin. Probablement qu'il n'y avait pas tant de donneurs disponibles à ce moment-là. Les autres critères, ça sera évidemment d'être en santé. Il faut être en santé. Il y a un examen médical à passer aussi avant de pouvoir donner, autant pour la protection du donneur que pour la protection du receveur. Là, ça va dans les deux sens. Mon rôle à moi, c'est toujours de protéger le donneur. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact sur sa vie ou sa santé à lui d'abord, là, avant de faire le don. Ensuite, bon, les habitudes de vie, c'est sûr. Les activités à risque, ces choses-là vont aussi être des critères, mais au moment de l'inscription, il y aura un petit questionnaire là, qui va permettre de filtrer une première quantité. Si on donne dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça peut avoir changé. Il y a une réévaluation qui est faite. Oui, parce que je crois que pour être un donneur, il faut être âgé entre 18 et 35 ans. Pour s'inscrire. Pour s'inscrire, mais passé cet âge-là, on ne peut plus s'inscrire, même si vous le disiez, on peut quand même donner jusqu'à l'âge de 60 ans. Est-ce qu'il y a une raison? C'est pour s'assurer d'avoir une banque la plus jeune possible de donneurs potentiels parce qu'on va les cibler de toute façon en premier. Là. OK. Et comment on s'inscrit? En ligne, tout simplement. Sinon, parfois, il y a des événements aussi là, de recrutement qui ont lieu, mais principalement, on va en ligne sur le site Internet d'Emma Québec, là, dans la section des cellules souches, puis tout est expliqué. Mylène, lorsque vous avez reçu votre appel, ça faisait déjà plus de 10 ans que vous étiez inscrite, mais à ce moment-là, pourquoi vous vous êtes inscrite? À ce moment-là, c'est drôle, moi, je venais de terminer ma maîtrise, je commençais un emploi à l'hôpital à la Baie, puis à cette époque-là, ça c'est dans le bon vieux temps, on essayait d'améliorer notre pratique professionnelle sur des forums. Et sur un forum sur lequel j'étais active, il y a un orthophoniste qui a publié quelque chose de personnel, comme quoi il y a un membre de sa famille qui avait besoin de cellules souches et qui ne trouvait pas de donneur compatible. Donc, il en a juste profité pour faire une sensibilisation puis dire, bien, ce serait... c'est important d'avoir des donneurs potentiels sur ce registre-là. Fait que moi, je suis allée sur le site d'Emma Québec, j'ai regardé l'information, j'ai dit, bien, c'est parfait, ça me convient, c'est sécuritaire, c'est bien encadré. J'ai envoyé mes échantillons de salive. J'ai même fait une petite affiche là, dans la salle des infirmières au cas où il y en a d'autres qui veulent s'inscrire aussi. Je trouvais que c'était une super belle cause. Là. Moi, c'est ça, j'avais envie de sauver le monde. Là. Donc, vous vous êtes inscrite, vous avez envoyé votre échantillon par la poste. Et là, une fois parti, est-ce qu'il y a une petite boule pour dire « Est-ce que je veux vraiment donner? » Est-ce qu'il y a eu un petit moment de regret ou de panique une fois envoyé? Du tout. Mais je me suis dit, tu sais, on ne sait jamais. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup là, qui ont l'occasion de donner, qui ont l'occasion de recevoir l'appel. Moi, je me suis dit, si la vie a besoin de moi, elle saura nous trouver. Puis à ce moment-là, bien, j'espère que je serai prête. Puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Mylène, vous aviez dit que quand vous avez reçu l'appel, Corinne vous a demandé est-ce que vous vous souvenez si vous vous êtes inscrite? Parce qu'on a le temps d'oublier, on a le temps de passer à autre chose. Comment vous avez... Bon, vous avez dit que vous étiez surprise, mais n'empêche, est-ce que vous vous êtes remise en question sur est-ce que je veux vraiment encore le faire ou est-ce que vous vous souveniez que vous l'aviez fait? Oui, je m'en souvenais. Je me souvenais m'être inscrite. Je me souvenais même pourquoi je m'étais inscrite. Puis, oui, j'ai pas hésité, là. Okay. J'étais 100% all-in, comme on dit.
Corinne, est-ce que ça arrive que des donneurs changent d'idée ou décident qu'ils se retirent du processus? Oui, ça arrive. C'est sûr que c'est pas rare là, qu'on appelle quelqu'un après 10 ans. D'être appelé déjà en soi, c'est exceptionnel. Là. C'est quand même assez rare qu'on reçoit ce genre d'appel-là. Il y a des donneurs qu'on appelle, c'est question de santé, tout simplement. Des fois, il y a une donneuse enceinte, évidemment, elle ne peut pas donner. D'autres fois, c'est un mauvais moment dans la vie de la personne. Il y a quand même un investissement de temps à mettre là, pour aller aux examens médicaux, prendre du Neupogène ou encore pour se retrouver un jour ou deux là, pour faire la collecte là, de cellules souches. Donc, oui, il arrive là, que les donneurs se retirent finalement, parfois pour une petite période de temps, pour demeurer quand même inscrit au registre, d'autres fois de façon permanente. Quelqu'un ne se rappellera pas de s'être inscrit aussi. Il arrive qu'il y a des campagnes de masse pour des patients qui sont à la recherche d'un donneur compatible, ils n'en trouvent pas. Ça sort dans les médias, puis là, on a des quantités d'inscriptions qui sont phénoménales. Puis il y a des gens qui le font un peu peut-être sans réfléchir à ce moment-là, puis ils ne se rappellent pas du tout là, de s'être inscrits. Donc, ça arrive effectivement là, que quand on les contacte, ils se retirent tout simplement. Est-ce qu'on a un chiffre sur je ne veux pas dire le taux de réussite, mais par rapport au nombre de donneurs, à partir de cette banque de donneurs-là, vous arrivez à trouver un jumelage avec quoi? 1% de ces donneurs-là? 2%? Est-ce qu'on a une petite C'est tellement idée? relatif du type de recherche qu'on fait. J'aurais de la difficulté à vous donner un chiffre qui est précis, si on veut, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on recherche pour un donneur qui a un typage qui est plus commun, par exemple un caucasien, les chances sont plus grandes. C'est sûr que si on recherche pour un typage plus particulier, d'une ethnicité qui est différente, le chiffre va baisser probablement. Le pourquoi de ces campagnes-là massives, là. Mais bon an, mal an, vous pouvez appeler peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes pour par année, pour un une jumelage. confirmation de typage, non, je peux en appeler une centaine par année. Pour une confirmation de typage, ça, c'est la première étape. C'est quand on reçoit une demande, on est intéressé à un de vos donneurs, on voudrait valider des choses, puis c'est là que nous, on fait le questionnaire médical, qu'on envoie toutes les informations et qu'on on refait le typage HLA dans le fond une deuxième fois. On veut être certain que c'est la bonne personne. On veut aussi, les choses ont changé en 10 ans, là, on a une façon de tester qui est beaucoup plus efficace, donc on peut avoir un typage HLA qui est beaucoup plus complet aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, cette confirmation de typage-là va être faite dans le pays demandeur. Ça peut être au Québec, là, mais ça peut être ailleurs aussi. C'est le centre transplanteur qui va l'effectuer. On envoie les échantillons sanguins. Et à partir du moment où on fait cet appel-là auprès du donneur, vous avez dit oui, mais combien de temps, ça peut prendre combien de temps avant que vous fassiez ce don-là? Est-ce que c'est long, c'est instantané? Ça peut prendre combien de temps? Bien, dans mon cas, je pense que ça a été un petit peu plus long que la moyenne, mais la première étape, c'est de confirmer si c'est vraiment moi le meilleur match. Puis après ça, bien là, une fois que Corinne m'a rappelé pour me dire « Écoute, tu serais notre meilleure candidate », j'ai dit oui. Là, je suis allée passer des examens à Québec, m'assurer que j'étais en assez bonne santé pour faire le don. Puis il y a quand même eu un délai avant d'enclencher le processus de don, mais habituellement, c'est peut-être un peu moins long. Bien, en moyenne, je dirais, quand on appelle un donneur pour une confirmation de typage, la première étape, on réserve ce donneur-là pour une période de 3 mois. La demande pour le don officiel peut venir la semaine d'après, comme elle peut venir 3 mois plus tard. Une fois que l'examen médical est fait, là, c'est rapide, là, parce que l'examen médical, lui, doit être fait le plus proche possible du don pour pas qu'il y ait de changement là, ou d'évolution. Je crois qu'il y a différentes façons de recueillir les cellules souches. Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a des risques? Je peux peut-être laisser Mylène vous expliquer comment elle a donné, puis je vous expliquerai les autres façons après. Moi, la procédure qui a été choisie pour moi, c'était un don par aphérèse. Donc, pour ceux qui ont déjà donné du plasma, je pense que ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'on prend mon sang dans un bras, on le met dans une machine qui, moi, je vous vulgarise ça dans mes mots, là, c'est comme une centrifugeuse, fait que ça tourne, ça sépare les couches de sang, puis ça prend juste les cellules souches, puis après ça, ça me renvoie mon sang dans l'autre bras. Fait que ça, c'est la procédure de don. Mais pour avoir des cellules souches dans le sang, Corinne, elle disait que les cellules souches sont quand même plus présentes dans les os plats, moins présentes en circulation dans le sang. Donc, il a fallu que je prenne une médication, du Neupogène, 4-5 jours avant le don, pour permettre à mes cellules souches de sortir de mon bassin et de mon sternum, puis d'aller un peu partout en circulation dans mon corps pour pouvoir faciliter le don par aphérèse. Donc, est-ce que le don fait mal? C'est comme un don de plasma, mais c'est un peu plus long. C'est d'avoir des aiguilles dans les bras. Là. Moi, je n'ai pas peur des aiguilles, fait que ça s'est bien passé. Puis sinon, bien, de prendre la médication avant,
c'est sûr que le processus que les cellules souches sortent de nos os plats et aillent en circulation dans le sang, ça peut donner un peu des douleurs, j'allais dire des douleurs musculaires, mais c'est des douleurs aux os, j'imagine. C'est un mélange un peu articulaire, musculaire, maux de tête, fatigue. Rien qui empêche de fonctionner, par contre, mais c'est quand même présent. Ouais. Et nous, on suit les donneurs, évidemment, pendant tous ces 4 jours-là. On est là au bout du fil, on les appelle, on s'assure que tout est correct, puis ils reçoivent des prescriptions pour de la médication, pour le confort, si jamais ils ressentent trop d'inconfort pendant la prise du Nepogène. Puis moi, avec l'acétaminophène, là, c'était très tolérable. Puis avec les bons conseils aussi de Corinne, de dire, tu sais, parce que là, j'étais en télétravail, fait que, mais aux demi-heures, là, lève-toi, bouge un peu. Puis c'est vrai que si je restais assise trop longtemps, là, je le sentais que ça crunchait quand je me relevais. Mais pour le reste, là, c'était pas douloureux. Donc, pas plus fort que de l'acétaminophène. Oui, dans mon cas, ça a bien fait, oui. La majorité des donneurs vont être très confortables avec l'acétaminophène seulement, mais il existe un petit pourcentage de donneurs qui auront besoin d'un petit quelque chose de plus fort. Des fois, c'est surtout quand on se couche le soir, quand on arrête de bouger, tout ça, on le ressent un peu plus, là. Mais c'est un plus faible pourcentage. Le Tylenol, en général, est suffisant. Donc ça, c'est la technique à Mylène. Il y en a d'autres? Oui, on peut donner de la moelle osseuse, carrément. Ça se fait sous anesthésie générale à la salle d'opération. Dans ce cas-là, il n'y a pas de médicaments à prendre avant. Par contre, il y a une convalescence par la suite. Là, on reste à l'hôpital jusqu'au lendemain et quand on repart, on suggère fortement de se garder une semaine, si on veut, là, libre pour pouvoir se reposer. Mais en même temps, j'ai une donneuse qui n'y a pas si longtemps, qui s'est retrouvée à Disney World 2 jours après son don de moelle osseuse, puis tout s'est bien passé. Donc, c'est encore là, c'est relatif, tu sais, mais tout est expliqué en détail au donneur avant qu'il s'engage à faire son don et au final, il peut décider s'il y a une des deux façons qu'il accepte ou pas. Là. C'est lui qui a le dernier mot. Là. Même si on a eu une demande précise, c'est le donneur, lui, qui va décider est-ce que j'accepte les deux méthodes, est-ce que j'accepte une seule de ces méthodes-là. C'est vraiment le donneur qui va décider avec quoi il est confortable. Il existe une troisième méthode. À ce moment-là, c'est le sang de cordon ombilical. Donc ça, c'est à la naissance. Le sang de cordon va être prélevé directement à l'hôpital. Nous, chez Emma Québec, on a une banque de sang de cordon. Donc, ça va être conservé, là, cryopréservé jusqu'à ce qu'il y ait un besoin, mais il y en a beaucoup moins dans ces pochettes-là. Donc, c'est des personnes de petit poids ou des enfants qui peuvent être traités avec les sangs de cordon. Donc, pas beaucoup de cellules souches dans les cordons ombilicaux. À cause de la quantité de sang là, qu'il y a à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous conservez ça, mais est-ce que l'enfant qui a donné ce cordon-là, est-ce qu'il demeure fiché dans une banque d'Emma Québec ou est-ce que c'est seulement le cordon que vous conservez? On conserve le cordon, mais on a les informations, évidemment, du bébé. Quand le don est fait par la mère, évidemment, c'est elle qui prend la décision de donner pendant sa grossesse. Si elle accouche dans un de nos centres partenaires, à ce moment-là, c'est un don pour n'importe qui. On n'est pas une banque privée, on est une banque publique. Là. C'est n'importe qui aurait besoin de cellules souches qui seraient compatibles avec ce sang de cordon-là, parce qu'on a le HLA dans notre système, va être donné. Si cet enfant-là avait besoin de ces cellules souches dans sa famille, un de ses frères et sœurs, c'est sûr qu'on pourrait le retrouver parce qu'on a ces informations-là qui viennent avec, mais c'est donné de façon totalement anonyme par la suite, c'est donné à un inconnu. Et il y a beaucoup de partenaires que vous avez pour recueillir ces cordons-là? Quelques hôpitaux au Québec. Là, on travaille à reprendre avec quelques centres là, pour en avoir plus. La majorité en périphérie de Montréal, là, pour des questions de logistique, de transport, là, le temps que ça prend, si on veut ramener les cellules souches, c'est traité chez Emma Québec à Montréal, à Côte-Vertu. D'accord. Mylène, vous avez dit que vous avez 4 enfants. Oui. Je ne sais pas si à l'Abbé ou au Saguenay, c'était possible de donner le cordon, non? Malheureusement, non. On est vraiment trop loin. OK. Oui. Mais n'empêche, en fait, le processus, vous avez passé... Bon, vous vous êtes inscrite pour donner des cellules souches. Maintenant, avec un peu de recul, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et je ne sais pas est-ce que Mylène peut être rappelée une deuxième fois? Est-ce que, d'entrée de jeu, peut-être, première question, est-ce que vous le referiez? Définitivement, oui. Moi, j'avais avisé Corinne. Dans le fond, je pense qu'après le don, on reste disponible 1 an, si on veut. On peut rester disponible 1 an au cas où le receveur ait besoin d'un second don. Donc, moi, j'avais déjà avisé Corinne que
j'étais disponible là, si jamais le receveur avec qui j'avais un match avait besoin. Si jamais par la suite, moi, j'ai avisé Corinne aussi que j'étais disponible si jamais, éventuellement, il y avait un autre match. Puis, je pense qu'avec Emma Québec, on est autorisé à donner 2 fois. Exactement. Ouais. 2 fois des cellules souches. Ce que Mylène expliquait, là, de demeurer réservé pour le même receveur dans la même année, si on en avait besoin, dans le fond, c'est un petit boost qu'on appelle, c'est des leucocytes seulement. C'est la même technique que si on fait un don de PBSC qu'elle a expliqué, mais il n'y aura pas de neupogène avant. On va juste aller chercher un petit peu de leucocytes pour aller booster le traitement du patient. Au bout de cette année-là, Mylène a accepté d'être remise sur le registre de donneurs de cellules souches. Donc oui, ça se pourrait. Ce serait très rare, assez exceptionnel, mais ça se pourrait qu'on la rappelle pour un autre receveur. Puis, à ce moment-là, ce serait son dernier don de cellules souches. Même si elle avait fait un DLI, celui-là, il ne compte pas. On peut aller jusqu'à 3 si on fait un don de leucocytes seulement. En terminant, Mylène, est-ce que vous savez si vous avez réussi à convertir des gens au travail? Vous dites que vous aviez mis une petite affiche pour inciter les gens à aller donner des cellules souches ou du moins à s'inscrire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez régulièrement? Est-ce que vous avez réussi à inciter des amis, des collègues? C'est sûr, j'en ai parlé autour de moi. Il y a 10 ans, est-ce que j'avais réussi à convaincre des collègues? Je ne sais pas. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai passé l'âge de m'inscrire. Donc, c'est sûr que je suis entourée de gens qui ont mon âge et qui ne peuvent plus s'inscrire non plus. D'ailleurs, moi, quand elle m'a appelée, j'étais dans la fin trentaine, mais j'ai fait mon don la fin de semaine où j'ai eu 40 ans. Donc, J'ai un frisson. Donc, c'est ça, si je peux me permettre, c'était quand même beau parce que les gens, souvent, surtout à 40 ans, ils veulent t'offrir quelque chose de gros, ils veulent te faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Puis, moi, à 40 ans, bien là, je savais que j'allais faire un don. Je trouvais ça magnifique de me dire, moi, je rentre dans ma quarantaine, puis j'ai pas envie de donner ou de recevoir des choses. J'ai envie de passer du temps avec des gens que j'aime, puis j'ai envie de faire du bien autour de moi, puis d'avoir l'occasion de faire un don sans rien attendre en retour. Je trouvais que c'était une belle façon de rentrer dans ma quarantaine. Puis j'ai quand même eu un cadeau parce que mes parents, qui habitent super loin, sont à Rouyn-Noranda. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très loin des grands centres. Donc, ils sont venus me rejoindre au Saguenay. On a passé une fin de semaine d'anniversaire ensemble. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de gros party. C'est quand même précieux. Il faut que je reste en bonne santé. Il ne fallait pas que j'attrape la COVID parce que le receveur était... son système était comme en shutdown immunitaire. Il y a une préparation que le receveur doit recevoir, ce qui fait que le receveur, avant même que le donneur ait fait son don, il est sous chimiothérapie, radiothérapie intensive. S'il se passe quelque chose à ce moment-là avec notre donneur ou avec notre collègue, bien, il y a un risque là, pour le receveur, dans le fond, qui ne passe pas au travers. Donc, c'est super important qu'à ce moment-là, le donneur fasse attention là, dans les jours précédant son don. Mm. Donc, c'était vos 40 ans et vos parents vous ont retrouvés pour passer à travers ce processus-là. Oui, donc ils sont vraiment venus pour célébrer mon anniversaire de façon très sobre. Puis après, ils m'ont accompagnée à Québec. Donc, mon père a été mon conducteur désigné, puis ma mère était là pour le soutien. Donc, puis c'est ça. Fait que là, après ça, moi, j'ai été super bien reçue à Québec avec l'équipe. Ça a bien été. Puis après ça, on a pu aller célébrer ça avec un souper en famille. Pas de Walt Disney. Non, pas de Walt Disney pour moi. Puis c'est quand même quelque chose que je recommande de ne pas aller là seule puis d'être accompagnée parce que c'est quand même quelque chose, émotivement, c'est gros. Hein? On donne une partie de soi à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, de sortir de l'hôpital puis d'avoir nos proches, c'est quand même précieux. Puis moi, en même temps, bien, ça a été aussi un beau support parce qu'avant le don, il faut s'injecter la médication. Puis moi, ça a été mon défi. Moi, je pense que dans chaque situation dans la vie, on en apprend plus sur soi, puis on se dépasse. Moi, le fait de m'injecter du neupogène, c'était quand même un défi. Je vais vous donner mon truc. Je chantais des chansons pendant que je m'injectais le neupogène. Comme ça, dans les refrains, je m'enflammais un peu, je chantais fort, puis ça me stressait moins de peser sur la seringue. Fait que j'ai fait ça, puis la dernière dose que j'ai prise juste avant le don, bien, j'étais avec mes parents, puis ensemble, on a chanté une chanson. Pendant que je m'injectais, on a chanté une chanson de Félix Leclerc, « Le petit bonheur ». Wow! Ouais. Une chanson tout à fait appropriée Oui. pour les circonstances et la mission de ce don-là. Oui, exact. Wow! Merci. Merci. Donc, Mylène, vous avez fait un peu de sensibilisation pour la cause en terminant avec vous, Corinne, parce que vous aussi, des fois, vous en faites de la sensibilisation. Je crois qu'au cours des dernières années, on a
on a vu la campagne que vous avez faite pour sauver la petite mine. Est-ce que c'est courant que vous fassiez des campagnes bien ciblées? Parce que là, c'était vraiment un enfant en bas âge. Oui, mais ça ne provient pas d'Emma Québec. Quand il y a une campagne de ce type-là, c'est vraiment les gens de la communauté ou de la famille de la personne qui est ciblée qui va se regrouper pour faire ce genre de sortie médiatique-là. Ce n'est pas des campagnes qui sont organisées par Emma Québec pour recruter des gens là, pour quelqu'un. Parce que quand on s'inscrit chez Emma Québec, on s'inscrit pour n'importe qui. Les chances d'être compatible avec un patient à ce moment-là, parce que le patient, il n'y a personne de compatible, finalement, sont infimes, là. Corinne Grafford, merci beaucoup. Mylène Arsenault, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et visiblement, la chimie est établie entre vous deux. Vous êtes liés pour la vie d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est ce qui complète ce balado d'Emma Québec sur les cellules souches. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.